Alors l'Atlas des régions naturelles, c'est une collection de photographies, d'objets construits en majeure partie, mais aussi de paysages, et qui suivent un découpage qui date d'avant les départements, donc avant la Révolution, et qui sont des petites entités géographiques qui sont liées au sol, en fait, vraiment au terroir, on pourrait dire aussi, et dont l'architecture, en fait, est vraiment corrélée avec la géologie. La France a une particularité géologique d'être ouvert sur 4 mers, la mer du Nord, la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée, qu'elle a plusieurs massifs, le massif alpin, le massif central, le massif pyrénéen, l'ancien massif armoricain. Enfin, tout ça constitue un ensemble géologique qui est presque unique au monde dans un petit territoire, ce qui fait que la nature des sols est extrêmement variée dans des territoires qui sont assez réduits, qui peuvent être de 50, 40, 30 km. Parfois c'est une vallée, parfois c'est une crête de montagne. Et cette particularité géologique fait que la France a, depuis longtemps, été découpée en tout petits micro-territoires. Donc ces régions naturelles, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux départements, elles ont des frontières beaucoup moins définies. Elles sont très très floues et on parle de régions naturelles plutôt à l'oral, parce qu'en fait on n'a pas de documents qui attestent véritablement de frontières terrestres très définies. C'est ce qui nous intéressait aussi, parce que nous, dans notre approche dans notre approche photographique et notre exploration, on parle plus de dégradé en fait, d'une région à une autre et non d'une rupture en fait, entre, par exemple, le département de l'Ain et la Bourgogne. L'idée, c'était de combler un manque qui nous semblait évident dans la représentation du territoire, c'est-à-dire que, par exemple, Paris, le Mont-Saint-Michel, la Côte d'Azur sont beaucoup représentés, et il nous semblait qu'il fallait s'intéresser de manière plus profonde à toutes ces zones qui échappent à la représentation photographique. Alors c'est des régions qui sont beaucoup plus petites que les départements. On a à peu près 5 régions naturelles par département. Après, puisque ça dépend du sol, les régions qui sont dans la partie nord de la France, elles sont beaucoup plus grandes parce qu'il y a moins de diversité géologique. Et plus on descend vers le sud, plus ça se complique, plus ça s'imbrique et on arrive à des régions qui sont parfois très petites, qui font à peine 10 km de large. Le plus important pour nous, c'est de repérer les particularismes parce que, évidemment, l'Atlas des régions naturelles est très lié à l'architecture. C'est-à-dire que c'est quand même un répertoire de ce qui compose le paysage, à savoir essentiellement l'architecture au sens très large, c'est-à-dire tout ce qui est construit par l'homme pour soit s'abriter, soit abriter ses activités. Ça nous intéressait de décrire le continuum du paysage à travers un outil qui est plus souple, et la région naturelle, ça offre cette possibilité de décrire le paysage par dégradé plutôt que par rupture administrative. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le découpage des régions naturelles existe toujours aujourd'hui et perdure. Nous, on part d'une architecture rurale, donc évidemment la pierre et le sol est très important. Et ensuite, on voit toute son évolution et son adaptation aux activités humaines, mais aussi au climat. Au départ de cet atlas, on a fait des recherches justement sur l'histoire de ces régions naturelles et on est tombé sur des guides des pays de France qui nous ont permis d'établir une carte, la première carte nationale en fait réactualisée et qui est notre document de référence, notre document de travail qu'on reproduit ensuite sur des cartes routières et qui nous permettent de démarrer le travail. Donc on ne fait pas du tout de recherche sur les régions naturelles au préalable. On privilégie vraiment la découverte et l'intuition. Le grand challenge de cet atlas, pour nous, c'est d'être suffisamment attentif et aux aguets pour comprendre quelles sont les caractéristiques
d'une région par rapport à la voisine. Et donc ça, c'est le premier temps. Et dans un second temps, on approfondit, on commence à faire des recherches et on voit s'il n'y a pas d'aspect particulier qu'on aurait pu rater. J'ai le souvenir de m'être fait engueuler par un paysan en lui demandant est-ce que j'étais dans la Beauce ou est-ce que j'étais en Sologne ou je ne sais plus dans quel territoire. Et le paysan m'a regardé, il m'a dit ah non, de l'autre côté, vous êtes dans la forêt orléanaise, ici, vous êtes dans la Beauce. Et là, j'ai réalisé que la réalité des régions naturelles était encore vivace dans la tradition populaire et qu'il allait falloir assimiler tous ces particularismes régionaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la réalité de la région telle qu'elle est aujourd'hui. Si elle a été industrialisée et que le rapport avec l'idée de nature, c'est-à-dire de quelque chose de préservé, est rompu, on le prend tel quel. C'est-à-dire qu'on ne discute pas, on discute pas du bien fondé on n'est pas là pour porter un jugement sur le fait que l'homme ait détruit la nature dans certains endroits parce que géologiquement, il y avait des ressources. Ce qui est important aussi, c'est que le projet, il a été créé au départ pour le site internet qui allait l'accueillir, qui est une sorte d'archive en ligne classée par mots-clés, qui relate justement tous les types de caractéristiques qui peuvent nous permettre de décrire un objet construit aujourd'hui en France. Ce qui est toujours difficile pour nous à expliquer, c'est à la fois notre attrait pour une ferme bressane et un bloc électrique en Occitanie, une mairie dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais finalement, c'est toute cette diversité et l'évolution de l'architecture au fil des siècles qui nous intéresse. Donc l'aspect typologique qui vient plutôt d'Éric, qui a tendance depuis toujours à s'intéresser aux typologies, à classer, à organiser, et surtout à voir les choses en grand, c'est-à-dire à s'intéresser là où quelqu'un s'intéresserait plutôt à une petite région ou à développer un travail très local. L'ARN s'intéresse au territoire français entier. Donc ça donne forcément un projet au très long cours. C'est un projet de vie en fait. L'Atlas des régions naturelles, il y a ces deux manières de décrire le territoire. Par typologie, c'est-à-dire prendre tous les bureaux de poste de France et essayer de les comparer, de faire un tableau des bureaux de poste de France et de voir comment dans le Midi et dans le Nord, comment dans l'Est et dans l'Ouest, il y avait un projet commun de construire des bureaux de poste, c'est à la même époque, mais les réalités ont différé. Par ailleurs, de prendre une entité territoriale, le budget par exemple, dont Nelly est toute proche, et de le décrire, non pas tous les bureaux de poste du budget, mais un bureau de poste du budget, une bergerie, un vignoble, et de décrire un territoire par ce qui le caractérise. Et l'Atlas des régions naturelles combine ces deux approches. Le titre, l'invention d'une histoire vraie. En fait, je crois qu'on a été très, très surpris et désorientés quand on est arrivé en Bretagne, parce qu'on avait l'habitude de parcourir... on a parcouru surtout le nord de la France, mais avec des variétés quand même d'architecture et de régions qui étaient assez fortes. Et quand on est arrivé en Bretagne, c'était pas si évident de différencier une région naturelle d'une autre, et surtout, c'était pas du tout évident de dater les bâtiments, en fait. Là où on peut, par exemple en Bourgogne, on peut tout à fait comprendre qu'un bâtiment date du XVIIIe, du XIXe, ou au contraire est beaucoup plus récent. En Bretagne, le fait que tout soit construit en granit et dans une continuité assez claire,
c'était très troublant pour nous d'arriver à comprendre quel était le passé de la région. C'était aussi très difficile de déceler l'utilité d'un bâtiment, par exemple. Il n'y a pas de grandes structures industrielles anciennes qui ont été gardées. L'expérience bretonne a été une expérience que je dirais contrastée parce que là je dois peser mes mots parce qu'il s'agit d'une culture qui est une culture très forte et parfois un peu chatouilleuse. Donc la Bretagne nous a mis en face de quelque chose qui est complexe, à savoir est-ce qu'une culture, pour se développer, pour acquérir une sorte de prospérité, pour se mettre en phase avec l'air du temps, est-ce qu'elle est obligée de renoncer à ce qui a fait sa force, c'est-à-dire ses traditions, qui sont des traditions très très fortes, et pour les substituer avec quelque chose qui relève plus de la cosmétique, de la signalétique, de l'omniprésence des triskells, du drapeau breton, etc. Et par moments, ça nous a agacés, par moments, on a été en conflit avec cette omniprésence signalétique. Et à d'autres moments, on s'est senti profondément en phase, notamment dans le Léon, notamment dans certains endroits du Trégor. C'est une expérience contrastée. Je dirais que le territoire breton nous a semblé pris dans une contradiction entre son agriculture ultra-industrielle et en même temps l'évocation permanente de son ancrage dans le territoire, dans le terroir, dans les traditions, dans une culture beaucoup plus ancienne. Ce doute qui est présent dans le titre « L'invention d'une histoire vraie », il est autant valable pour la culture bretonne que pour le projet de l'Atlas des régions naturelles, qui est à la fois un projet documentaire, mais aussi une sorte de fiction qui est imprégnée de ce fantasme qu'est la région naturelle, quelque chose de très peu défini, qui n'est de peu attesté et finalement qui existe uniquement par une tradition orale.